Donc on va revenir au niveau de la cave supérieure avec Fabien Tavot qui va nous parler de la prise en charge donc des thromboses de la veine cave supérieure chez les dialysés chroniques et sur la préservation des accès aux membres supérieurs. Merci Nabil. Mesdames et messieurs, bonjour. Excusez-moi pour le retard et la perturbation du programme. Merci à Ruben et Gilles de m'avoir invité à cette session d'ACVOI. Alors, sujet un petit peu complexe, la thrombose cave supérieure chez le dialysé, parce qu'en fait, en regardant la littérature, il n'y a pas énormément de séries sorties dessus, c'est plutôt des cas éparses. Il est vrai que la prise en charge technique représente quelques difficultés. Alors, donc, j'ai souhaité élargir pour mieux comprendre le débat un petit peu au sténose des veines centrales, parce que c'est important et ça permettait d'avoir une recherche dans la littérature un peu plus large pour ce sujet, dont on sait évidemment que ce sont essentiellement les cathéters centraux d'hémodialyse qui sont pourvoyeurs chez nos patients dialysés de ces sténoses et thromboses. Depuis les années 90, c'est l'angioplastie qui reste le traitement de choix de première intention pour ces patients. Le tout est de savoir évidemment quand même sur le plan étiologique élargir le bilan et penser également au fait qu'il y a d'autres causes, les stimulateurs cardiaques, mais aussi des causes primitives qu'il ne faut pas non plus négliger, comme les cancers, les compressions extrinsèques. Ça, c'est bien entendu le bilan qui est dominé actuellement par le phléboscan qui en fait le diagnostic. Alors chez le dialysé, ces thromboses cave supérieure ne sont pas forcément symptomatiques. En cas de symptômes, ce sera bien sûr des signes cliniques d'hyperpression veineuse qui ont déjà été décrits, l'œdème, la circulation collatérale, le syndrome cave sup. Et surtout sur la fistule, en fait, des pressions veineuses qui sont élevées, des problèmes de saignement, on le sait, des retards, absence de maturation. Maintenant, chez un patient asymptomatique qui présente une lésion des troncs veineux centraux ou de la cave supérieure, c'est souvent la création de la fistule chez l'insuffisance rénale ou la dilatation qui va révéler en fait cette lésion. Chez le dialysé, plus fréquemment que la thrombose même isolée du segment cave supérieur, c'est la thrombose du tronc veineux brachiocéphalique tronc innominé qui provoque le syndrome cave et les symptômes. C'est ce qui est le plus fréquent. Alors, quels sont les risques ? Quels sont les risques évolutifs chez nos patients ? C'est là où, en fait, effectivement, la littérature donne quelques pistes pour réfléchir à ceci. Alors, dans cette étude qui reprenait sur plus de 5 ans 2811 patients hémodialysés, qui ont tous eu des phlébographies pour une cartographie, ou bien alors, lorsque l'hémodialyse était en cours, il y avait donc une phlebographie diagnostique en cas de problème. On a retrouvé que 4,3% de sténose venaient veine centrale, et la plupart étaient dus donc à la pose de cathéter préalablement à l'abord d'hémodialyse. Seulement 17% étaient symptomatiques et 53% bilatérales. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans la survie des patients, il n'y a aucune différence. C'est surtout la survie de l'accès d'hémodialyse qui, bien sûr, est moins bonne. En cas de lésion de la veine centrale, on voit que ça diminue par 2 la survie de l'accès d'hémodialyse quand il est présent, et sur un cathé, ça diminue également par 2. Alors, est-ce qu'il faut toutes les traiter ? Là encore, la question reste posée. Dans cette littérature, sur 100 patients, plus de 100 patients hémodialysés avec une sténose veineuse centrale sévère, il n'y en avait que 50, la moitié qui était symptomatique avec un œdème. Ceux-ci ont bénéficié d'un traitement par angioplastie et l'autre moitié était asymptomatique. En fait, on s'aperçoit que dans le suivi que plus de la moitié des asymptomatiques, donc non traités, avec la lésion présente, diagnostiquée, deviennent symptomatiques à 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie aussi de ceux qui sont asymptomatiques qui ne seront jamais embêtés. La perméabilité primaire à 1 an, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, et la perméabilité secondaire, elle serait meilleure chez les non traités. Donc ceci prouve bien que le traitement n'est pas forcément indiqué quand on en fait le diagnostic. Alors, parlons maintenant effectivement technique. En première intention, c'est l'angioplastie. Elle est d'autant plus simple que c'est une sténose sur un tronc veineux central ou de la veine cave supérieure, plus complexe effectivement en cas d'occlusion chronique. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais chaque praticien a un peu ses tips and tricks. Mais classiquement, c'est les voies fémorales, un autre long, des cathéters et guides rigides, la phlébographie et l'angioplastie
oui, certaines en cas de sténose, plus ou moins stent quasiment certain en cas d'occlusion. Alors, ce qui ressort dans la littérature, c'est que le diamètre maximal du stent, c'est 16 mm. Tout à l'heure, Philippe a précisé effectivement que sur le marché, il y avait des nouveaux stents qui étaient type C, l'Optimed et le stent de Bard. Les stents qui ont été le plus posés sont le wall stent, avec cette difficulté effectivement du largage. Par contre, c'est celui qui semble être le plus recommandé quand l'occlusion veine cave centrale est directement reliée à une compression extrinsèque type tumeur. Et sinon, c'est plutôt stent en nitinol. Alors après, bien sûr, ces anticoagulants, donc effectivement, en cas d'occlusion et en cas de traitement de recanalisation avec stenting, ça sera anticoagulation pour une durée minimum de 3 mois associée à anti-agrégant. Là aussi, Alessandra Burarivière tout à l'heure a soulevé un point important puisqu'il faut vraisemblablement adapter les médications au cas par cas. Un exemple ici de pose wall stent avec donc une recanalisation d'une occlusion cave centrale, veine cave supérieure, vous voyez, avec le stent. Alors le problème c'est le choix et c'est de la longueur, et ici un stent en nitinol. Dans la littérature, les recommandations qui sont sorties il y a 1 an au niveau de l'European Journal, les recommandations européennes sont très éparses malheureusement pour les lésions cave supérieure et des troncs veineux centraux, parce que comme je vous l'ai dit, il y a peu de cas enregistrés. Cependant, elles sont niveau C et elles indiquent bien qu'il faut choisir a priori un stent non couvert versus un stent couvert. Pourquoi ? Eh bien, c'est essentiellement pour les problèmes de gestion de longueur et de gestion de bifurcation. Après, il n'y a pas de données en fait exactes entre stent couvert et stent non couvert pour la perméabilité sur le long terme. Alors, la recanalisation, ça aussi c'est important, peut nécessiter des abords multiples, brachial, jugulaire ou fémoral, qui peuvent aider en fait à la réaliser, avec on le voit ici là sur ces images, un résultat qui est probant, c'est l'angioplastie qui prime et derrière stenting, et donc comme je vous le disais bien sûr les anticoagulants. Est-ce qu'on a d'autres solutions qui peuvent se présenter en cas de thrombose veineuse centrale et thrombose cave supérieure ? Il y a quand même des éléments dans la littérature qui montrent qu'il y a d'autres solutions, et ceux-ci sont également enregistrés dans les recommandations de l'Européenne. Il y a notamment cette étude sur 49 patients d'un centre tchèque qui a l'habitude et a un gros volume de patients pris en charge pour les problèmes d'hémodialyse, création d'abord et suivi. Et sur plus de 500 patients par an, en fait, sur 5 années, ils ont enregistré 49 patients dialysés qui avaient eu une ou plusieurs gestions de problèmes de l'accès d'hémodialyse avec angioplastie à multiples reprises des troncs veineux centraux et qui étaient en occlusion avec une symptomatologie et surtout un risque pour le devenir de l'abord d'hémodialyse. Les auteurs proposent de remettre au goût du jour la chirurgie ouverte avec plusieurs types de pontage. Vous avez ici, sur les 49 patients, les différents types. Alors vous voyez ici des occlusions plus distales comme la sous-clavière, l'axillaire, pardon. Il y avait 9 cas d'occlusion sous-clavière. Des occlusions multiples qui peuvent amener à faire un pontage croisé au niveau cervical. Pontage qui bien sûr est utilisé comme accès d'hémodialyse, et puis un pontage plus complexe entre l'artère sous-clavière et la veine iliaque commune, ça c'était dans 19 cas. Leurs résultats sont pas si mal parce que sur un suivi moyen de 38 mois, ils avaient 4 sténoses anastomotiques, ils ont eu 12 cas de thrombectomie, ça explique la courbe de perméabilité primaire que vous voyez en haut et la courbe de perméabilité secondaire après 4 thrombectomies, et il y a eu 7 cas sur ces 19 buffets d'anomalies anastomotiques qui ont été repris et le prolongement du pontage s'est fait sur la veine cave. Donc c'est toujours intéressant de connaître ceci parce que je pense que, comme tout en chacun, un centre qui gère justement l'hémodialyse et les problèmes et complications sur les accès d'hémodialyse, en cas de thrombose cave supérieure ou thrombose d'une veine centrale et symptômes et risques pour l'accès d'hémodialyse, après échec de multiples gestes d'angioplastie, il y a encore cette solution. Alors il y en a une autre, une solution dite, je caractériserai d'hybride, qui est un petit peu la solution de dernière chance, qui actuellement est mise sur le marché. Vous la connaissez sans doute, c'est le KT-HERO pour Hemodialysis Reliable Outflow. Alors le principe est assez simple en fait, il y a une partie
une partie prothétique, bien sûr, sur le versant artériel, une recanalisation, ici on voit d'ailleurs dans la cave, avec une partie tunnelisée et une connexion entre les deux. C'est séduisant, il y a déjà des résultats qui sont sortis sur des séries assez brèves. Là, vous voyez ici, sur une série de 19 patients, avec une publication qui est apparue en 2013, où on voit les différentes localisations des sténoses et occlusions. Il y avait 5 cas au niveau cave supérieure, au niveau de la confluence 9 cas, et essentiellement le plus grand nombre de cas était bien sûr au niveau tromboné lumineux et tronc artériel brachio-céphalique, mais également jugulaire. Les résultats, par contre, de ce type de prise en charge du catéro sont malheureusement pour l'instant encore assez décevants. On voit, ils sont exprimés ici, c'est des parités primaires à 6 mois de 39%, secondaires à 60%, avec quelques autres cas dans la littérature qui étaient juste un peu meilleurs sur cette étude-ci. Donc, on reste en attente encore de résultats pour cette technique. Là, c'est une étude plus récente avec 4 centres, avec 164 patients, où on voit que les résultats de la parité primaire à 6 mois semblent meilleurs, 60%, une parité secondaire à 90%. Par contre, à 1 an et à 2 ans, ces résultats chutent. Il y avait 117 cas de réintervention pour parité. Ça représente pour chaque patient 1,5 fois par an où ils sont réopérés, et il y avait un taux d'infection qui est assez significatif. Donc c'est pour ça que j'avais intitulé ça un peu la dernière chance. C'est vrai que nous, à Strasbourg, on a eu l'occasion de l'utiliser à 2 reprises, et c'était vraiment pour des situations où on était en bout de course après discussion avec l'équipe de néphrologie. Alors je terminerai sur quelques éléments en fait suite à toutes ces données. Donc tout d'abord, la sténose de la veine centrale, elle n'est pas rare. Par contre, l'occlusion chronique de la veine cave supérieure est beaucoup plus rare chez le dialysé. À traiter, à voir, c'est surtout si elle est symptomatique. Donc ça, c'est essentiellement dû à la capacité ou non de collatéralisation. Bien sûr, c'est l'intérêt de pouvoir conserver l'accès d'hémodialyse. Il y a une place prépondérante de l'angioplastie, le stenting, si occlusion chronique. La chirurgie ouverte, c'est une place marginale, mais qu'il faut connaître. Et on attend ces nouveaux dispositifs sur le marché avec leur preuve de leur efficacité, peut-être d'autres nouveaux qui viendront. Je vous remercie. Merci Fabien pour ce bel exposé. C'est clair, on parlait tout à l'heure d'association avec des processus tumoraux, un insuffisant rénal chronique qui ne peut plus être dialysé. Le pronostic, il n'est pas à 2 mois ou 2 semaines, il est à 2 jours. Et donc c'est réellement un vrai problème. C'est vrai qu'aussi le catéro, nous on l'a utilisé dans des conditions extrêmes, alors que dans les séries nord-américaines, c'est plutôt utilisé un peu plus largue à manu, je dirais, au départ. Donc ça peut aussi fausser les résultats. Il y a une chose qu'on a pu faire aussi, là tu n'en as pas parlé, c'est des reconstructions directes, chirurgicales de la veine cave et de la confluence. Ça n'a pas toujours été très simple, si tu pouvais en dire un petit mot. Oui, tout à fait. Merci Nabil. Effectivement, je n'en ai pas parlé, alors j'aurais pu... c'est notre collègue, le professeur Georges d'ailleurs, il faut lui rendre hommage, là, qui s'était lancé là-dedans, sur 2 cas, ainsi que sur les catéros. Reconstruction avec comme matériel essentiellement une allogreffe artérielle avec des résultats qui sont mitigés. Bon là c'est des cas qui sont anecdotiques chez nous. C'est bien sûr une chirurgie qui est très lourde. Et très probablement également se pose aussi le problème de la gestion de l'anticoagulation après. Donc ça explique qu'il y a un cas qui a malheureusement assez rapidement retrombosé l'ensemble du montage. Donc voilà, c'était... c'est toujours des situations très délicates en fait, parce que c'est des discussions importantes avec l'équipe de néphrologie et ils sont en bout de course totale pour la dialyse chez ces patients. Des questions dans la salle ? Donc on va, terminer la session. En guise de take-home message, je pense que la pluridisciplinarité est importante dans tous les sujets qu'on a pu présenter. C'est un élément fondamental de décision. Et j'ai appris qu'on ne mourrait pas forcément avec un syndrome cave subtumoral. Ça m'a surpris. Donc c'est parfait. Merci, tout le monde progresse. Et c'est l'heure de la pause. Merci à tout le monde.